Je t'écoute télévision, la scène est à toi. La provocation initiale concerne ce conflit entre les États-Unis et le Canada, parce que cela a aussi une dynamique très similaire. J'étais en train de comprendre qui est Daniel Pérez. Je vais te lancer la provocation suivante avec ce qu'ils essaient de faire dans tout l'hémisphère. C'est pas seulement au Canada. Ils font aussi ça avec le Brésil. N'est-ce pas? Quoi? C'est qu'ils font avec l'hémisphère. C'est ça le point, n'est-ce pas? Il n'y a aucune limite, n'est-ce pas? C'est ça la question. Parce que si on ne regarde pas ça, on ne comprend pas le fond du gouffre, n'est-ce pas? En fait, il y a une conception au sein d'une branche de la pensée américaine qui est, Marco Rubio n'est que le début, je t'ai entendu parler de Daniel Pérez, n'est-ce pas? Oui, ce n'en est que le début, de regarder vers l'Amérique latine, vers toute l'Amérique, nord, centrale et sud, et de dire « c'est notre territoire ». Ils font une lecture de la doctrine Monroe, qu'il ne sert à rien d'essayer d'expliquer, la doctrine Monroe c'est un autre sujet. En 1823, c'était l'Amérique pour les Américains, c'était comme ça. Angleterre et Espagne, retirez vos griffes d'ici, c'était une autre histoire, n'est-ce pas? Les États-Unis n'avaient aucune force pour prendre le contrôle de l'Amérique en 1823, n'est-ce pas? Donc, ils avaient déjà du mal à se maintenir, l'Angleterre n'allait pas revenir, c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Donc, quand on regarde ça, n'est-ce pas? Il est clair que les États-Unis voient cela dans ce contexte. Dans le cas canadien, j'ai un sentiment que le cas canadien, n'est-ce pas? C'est une provocation très bien ourdie, n'est-ce pas? Et encore une fois, un message profond à tous les alliés. Si nous faisons cela avec le Canada, nous le ferons avec n'importe qui, c'est ça. Bien sûr, cela concerne l'Amérique, mais c'est aussi un message pour le monde entier. Parce que, encore une fois, l'épisode de l'Iran se répète. Nous devons nous en souvenir, n'est-ce pas? En Iran, quand la guerre a commencé, je ne l'oublierai jamais, le 28 février, le 26 février, Jared Kushner et Steve Witkoff étaient avec les négociateurs iraniens. Et ils ont reçu une proposition des négociateurs iraniens tout à fait intéressante. Les négociateurs iraniens, pour commencer, disaient « Écoutez, nous allons accepter l'AIEA, nous allons accepter l'énergie atomique, la surveillance. » 2 jours plus tard, ils sont bombardés par Israël. Plus ou moins, toute proportion gardée, l'Iran n'est pas le Canada, mais il s'est passé la même chose. Ils étaient en pleine négociation commerciale avec le personnel du département du commerce quand c'est arrivé. Une bombe est tombée sur eux. D'ailleurs, la diplomatie canadienne, pour ne pas aggraver la situation, garde le silence diplomatique. Il ne dit pas ce que les États-Unis ont exigé. Ce que le Canada dit le vendredi soir, quand Michael Carney a crié et a dit « nous nous retirons », qu'est-ce qu'ils ont exigé? Parce qu'ils négociaient depuis plus d'1 mois. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette exigence? Si on ne regarde pas ça, on ne comprend pas la crise, n'est-ce pas? Alors, même le New York Times a publié ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Que le Canada, les États-Unis exigeaient un changement culturel du Canada, à savoir que le Canada cesse d'envoyer des étiquettes en français. Eh bien, la réaction du gouvernement, bien sûr que cela a un impact énorme au Canada, mais cela aurait pu être négocié. Ce n'était pas une raison pour un tel tollé de la part du Canada, n'est-ce pas? Pour une telle situation, parce que, voyez-vous, il faut qu'on regarde de quoi nous parlons. Ça ne sert à rien de se voiler la face. L'économie nord-américaine a beaucoup moins besoin de l'économie canadienne que l'économie canadienne n'a besoin de l'économie nord-américaine. Soyons bien clairs là-dessus, n'est-ce pas? Alors, pour qu'on puisse comprendre cette situation, il faut se poser la question « Pourquoi l'ont-ils fait en Corée? Pourquoi l'ont-ils fait maintenant ?» N'est-ce pas? Et il y a une question encore plus grave à propos de tout cela, que nous devons avoir l'humilité suffisante de reconnaître. Qu'est-ce que nous ne savons pas pour qu'une situation prenne une telle ampleur? N'est-ce pas? Peut-être que nous ne le savons pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait effectivement que ou combien d'États-Unis sont effrayés, préoccupés, ou pour utiliser un mot plus fort, désespérés au point d'utiliser ce genre d'action? Parce que c'était une situation d'urgence. La liste des produits frappés de droits de douane n'a pas de logique. Elle n'a pas de logique économique. Tu comprends?
Bien sûr, le point crucial de l'histoire, il n'y a pas touché. Le pétrole, le gaz, le potassium et les minéraux que le Canada vend, il n'y a pas touché. Parce que ça, c'est étranglé. C'est très sérieux. À part ça, pourquoi il a fait ça, n'est-ce pas? Alors, mon sentiment est que nous faisons face à une crise profonde au sein du gouvernement américain dont nous ne connaissons pas l'ampleur. C'est pour ça qu'il agit ainsi, n'est-ce pas, dans ce contexte vis-à-vis de la Corée du Sud, du Japon, et en disant ce qu'il dit à propos de l'Iran. Dire à l'Iran qu'ils vont être sanctionnés, ça ressemble à une plaisanterie, non? Lui, eux, comme dirait ma grande-tante, ils sont les champions du zéro dans ce domaine, non? Ça fait 50 ans qu'ils sont sanctionnés. Depuis la révolution de l'ayatollah Khomeini, ils le sont, non? Ils sont sanctionnés. Depuis 2015. Le seul qui se peut savoir, Une fois, j'ai parlé d'une situation concernant des vitres brisées par l'aviation israélienne pendant cette guerre des 12 jours. Monsieur Ottavio a fait un reportage que je n'oublie jamais, qui remplaçait les vitres à Téhéran qui avaient été brisées par les bombardements. La Chine, mec, personne ne vend de verre à l'Iran. Le reportage A était fantastique, je m'en souviens parfaitement, parce que le reportage montrait à quel point la vie normale à Téhéran dépendait de la Chine. On ne le sait pas, mais ça ne sert à rien de faire un blocus maritime contre la Chine. La Chine fait venir des produits par le Pakistan, à travers le Pakistan, jusqu'en Iran, par chemin de fer, n'est-ce pas? Par voie terrestre. Zelensky est allé faire un petit service là-bas pour essayer de plaire à Trump. Il a lancé une bombe sur cette voie ferrée. Les Chinois lui ont dit quelque chose, il s'est arrêté. Il n'a pas fait la deuxième. Ce que les Chinois lui ont dit, je ne sais pas. Toi non plus. Maintenant, ce qu'il a fait, comme mon petit chien, il a baissé la queue, il est resté bien sage, alors... C'est clair que nous faisons face à une situation qui devient très grave. Parce que ce qu'on doit toujours avoir, c'est de maintenir le désordre. Dans ce contexte, je répète une analyse qui attire toujours mon attention. César réfléchit avec moi, il me corrige. Ceux qui gardent la tête froide aux États-Unis, ce sont les militaires. À propos de ça, laissez-moi le mettre à l'écran. Ceci est une page que j'aime bien, d'accord, sur Instagram. Je pense qu'il y a des analyses sérieuses. Je ne connais pas la personne qui gère cette page, ça s'appelle Geopolitica OG. Je vais te lire ça et tu me dis ce que t'en penses, d'accord? Ce que nous pensons à ce sujet. Allons-y. C'est ça. Juste parce que le post de Geopolitica OG a été publié il y a 6 heures. La plus grande mine de terre rare du Brésil est sur le point d'être livrée au gouvernement des États-Unis. Et le pire, c'est que le prix ne représente même pas une fraction significative. D'où le poids stratégique de ces ressources. Et là, il a indiqué ici, en parlant de cette région de l'Amazonas, n'est-ce pas? Goiás, ici, Bahia, Minas Gerais et tout ça. Et il est dit dans le texte, je vais lire, ce sont 5 diapositives et ensuite je passe à votre évaluation, professeur. Les États-Unis avancent dans l'achat d'une mine de terres rares au Brésil avec le gouvernement Trump, injectant de l'argent public dans l'opération. Le Pentagone a annoncé 750 millions de dollars pour garantir le contrôle sur la Serra Verde dans l'état de Goiás. L'objectif est d'assurer le contrôle sur des minéraux stratégiques pour leurs machines de guerre. C'est exactement sur cela que vous travaillez, c'est pour ça que je me suis souvenu de cette publication. Sous le prétexte de, entre guillemets, approvisionnement résilient, l'armée des États-Unis veut exporter des minéraux critiques du Brésil pour fabriquer des armes de dernière génération. En pratique, c'est la subordination de nos ressources naturelles aux intérêts de l'hégémonie militaire des États-Unis. En garantissant un accès exclusif à des éléments vitaux comme le dysprosium et le néodyme, les États-Unis utilisent le sol brésilien dans leur guerre commerciale contre la Chine. Le Brésil fournit la matière première et subit l'impact, tandis que Washington concentre la technologie et les profits. Le paquet s'élève à 1,5 milliard de dollars, s'ajoutant à un prêt précédent de 565 millions de dollars de l'agence DFC. C'est une offensive agressive de capitaux publics étrangers pour monopoliser l'extraction dans le projet mené par l'EMA et dicter l'exploitation minière au cœur du Brésil. Et là, enfin, les autorités des États-Unis se félicitent que le minerai brésilien protégera leurs chasseurs, sous-marins nucléaires et infrastructures. Une fois de plus,
Les richesses du Sud global sont appropriées pour subventionner directement la souveraineté technologique et l'expansionnisme militaire du Nord. Alors Trevisan, tout le monde s'attend à ce que les États-Unis envahissent avec leur armée, qu'il y ait des troupes et une présence militaire, mais apparemment, il n'y en a même pas besoin, n'est-ce pas? On en voit une démonstration claire, n'est-ce pas? Tout d'abord, il n'y a aucun doute, n'est-ce pas? Il n'y a aucun doute que le Brésil est de tout cœur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, par hasard, j'ai vu un article, c'était dans l'Estadão, n'est-ce pas? Que le président Lula a serré la main du général Mourão. Et la raison pour laquelle ils se sont serrés la main, c'est parce que le général Mourão assurait au président Lula qu'il lui donnerait son vote pour protéger les minéraux critiques brésiliens. C'était ça le sujet. Le Congrès brésilien, une fois de plus, est, disons-le comme ça, n'est-ce pas, en train de dormir au volant. Tu te souviens de cette vieille expression? La réalité est en train de se dérouler. Ou alors ils le font exprès, n'est-ce pas? Ce n'est pas une bonne source. Je n'ai rien d'autre à ajouter. N'est-ce pas? Parce que cette nouvelle s'ajoute à deux autres dans le Minas Gerais où des intérêts américains ont acheté des parts de mines. De mines de terres rares. Je me souviens parfaitement, je cite de mémoire. Je trouve toujours cela risqué, mais je précise, je cite de mémoire. J'en suis sûr, il y en a deux autres dans le Minas Gerais, une autre dans le Goiás et maintenant celle dont vous me parlez. Ce n'est pas un cas isolé, attention. Les États-Unis prennent des parts parce que la Chine en a déjà pris d'autres. Et même l'Union européenne a publiquement envoyé une mission ici au Brésil. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'était il y a 1 mois et demi, pas encore 2 mois, pour participer précisément, ouvrez les guillemets, aux enchères de terres rares. Et le Congrès dort dans un berceau splendide, pour reprendre l'hymne, parce que nous n'avons pas de législation spécifique à ce sujet. Donc tu sais, et ce qui a beaucoup attiré mon attention, César, c'est que certains sujets qui sont, celui-ci est, absolument sans importance, sont très éloignés du débat politique, alors que nous avons une élection dans combien de temps? 1 mois? Un peu plus d'1 mois, n'est-ce pas? Donc c'est ce sujet, les candidats devraient être interrogés. Qu'est-ce que vous allez faire avec les terres rares? Tous les candidats, sans aucune exception. Parce que ce débat, nous en avons déjà parlé, ce débat s'accompagne d'un débat bien plus sérieux qui n'entre même pas dans notre débat électoral. Écoute César, tu n'imagines pas à quel point tu as raison, à mon humble avis, de soulever ce sujet, César. Parce que ce débat s'accompagne d'un autre que nous n'abordons pas, qui est la défense nationale. Le monde entier débat de la défense nationale. Le monde a changé, mec. Le Japon mène une autre politique de défense nationale. Le Japon est pacifique. Il l'était. Les Corées et toute l'Asie. Les Arabes. Nous, ici, nous pensons que la défense nationale est une affaire d'universitaires et de militaires. Non, 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 non. La défense nationale doit concerner tout le monde. Cela doit être un sujet politique, un sujet incontournable. Parce que quand on parle de défense nationale, c'est vraiment de défense qu'il s'agit, mon cher. C'est exactement ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'avoir une troupe qui envahit Santos ou qui envahit Recife. Non, 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 ce n'est pas ça le problème. Cela n'existe plus. N'est-ce pas? Quand vous regardez cela et que vous dites « la démocratie n'est plus menacée par un coup d'État militaire », l'avenir des pays n'est plus menacé par aucune invasion de ce type. L'avenir des pays dépend des choix que les pays vont faire et de la manière dont ils vont réussir à se défendre. C'est un sujet que la pensée progressiste brésilienne laisse aussi de côté. C'est pas possible, mec. C'est pas possible. C'est un sujet qui, évidemment, doit être à l'ordre du jour. Regarde la nouvelle que tu viens de donner. Regarde la nouvelle. Ça m'a rappelé 2 autres ventes aux enchères de ce genre de choses. Terre rare, je pense que n'importe quel enfant, n'importe quel gamin avec un téléphone portable à la main, il en parle, il sait ce que sont les terres rares. Les terres rares, il ne sait peut-être pas l'aimantation qui les rassemble, mais ça a à voir avec l'existence du téléphone portable, ça a à voir avec l'existence de la voiture électrique, ça a à voir avec l'existence des drones, ça a à voir avec l'existence des avions de chasse, ça a à voir avec tout ce que tu penses de la vie quotidienne. Ça a à voir avec le centre de données qui génère de l'énergie pour que tu puisses réfléchir. Et il y a
Alors, quand mince, si nous sommes la deuxième réserve mondiale de terres rares, la première, c'est un autre endroit très compliqué. C'est l'Ukraine. Si nous sommes la deuxième réserve des terres rares, j'ai lu un article dans Foreign Affairs, tu vois, il y a quelques années, hein. La principale raison pour laquelle la guerre en Ukraine ne se termine pas, c'est parce que la Russie et les États-Unis n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui gardera les terres rares ukrainiennes. Et alors, pendant que tout cela se passe, laisse les petits vieux Zelensky là, tu comprends? Alors, c'est parce que, en fait, regarde le risque. Si quelque chose comme ça arrive avec l'Ukraine, réfléchis un peu. Est-ce qu'on ne devrait pas discuter de la défense nationale? Bien sûr,